suis sûr que j'ai laissé ma piste de kick là quelque part. Ouais, mais bon, si tu rangeais tes affaires aussi. Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son. Je suis Gérald. Et moi, c'est André. Dans cette vidéo, on va parler de tout ce qui est organisation de ces fichiers, de ces folders, de ces pistes. Comment nommer tout ça, comment faire quand tu travailles avec tes projets à toi, comment faire quand tu travailles avec d'autres personnes en collaboration. Oui. Tout ça pour ne pas perdre des fichiers dans ta vie, c'est super embêtant quand ça arrive. Ça m'est arrivé il y a quelques années. Depuis, je fais beaucoup plus attention. On va te faire donc profiter de notre expérience des années de travail avec des clients, des artistes, pour t'éviter justement ces problèmes dans ta vie à toi et peut-être t'inspirer un peu de comment organiser ces choses dans tes projets personnels. L'intérêt de faire tout ça, c'est que à tout moment, il faut que vous soyez opérationnel. Forcément, vous avez des studios, vous devez être organisé. Mais je pense que c'est bien pour tout le monde parce que vous allez peut-être travailler sur des projets que vous allez mettre de côté. Vous allez peut-être revenir 4 ans dessus après et dire « Tiens, c'était quoi? J'avais des bonnes idées. » Si vous savez plus quoi et où, soit vous aurez perdu des fichiers audio parce qu'ils seront pas au bon endroit, vous aurez effacé une partie du disque dur et vous n'allez pas retrouver la matière. Ou alors vous savez plus de quoi il s'agit parce que ça ne sera pas nommé, il n'y aura pas de nom de qu'est-ce que vous avez fait à quel moment. Donc ça, tout simplement pour vous y retrouver. Et si vous travaillez avec d'autres personnes, même dans le même groupe, c'est bien que quand vous lui envoyez le fichier, lui, ils ne doivent pas passer 3 heures au téléphone. Me demander, t'as fait quoi là? Et c'est où le truc? Parce qu'on veut juste être efficace. Quand on fait de la musique, on veut juste faire de la musique et pas commencer à faire de l'administratif en fait. Donc si vous prenez cette rigueur dès le départ, vous allez faire en fait du meilleur travail, de la meilleure musique et du meilleur son parce que vous allez enlever ce qui ne sert à rien. C'est tout le seul intérêt, on vous le répète à longueur de journée, c'est quand même de faire de la musique et pas de faire du secrétariat. Alors avant qu'on commence à t'expliquer comment nous on fait et comment être un professionnel de l'organisation et de la musique, comme tu es sur YouTube, c'est cool si tu likes la vidéo, si tu aimes bien ce qu'on fait, ça nous aide. C'est aussi super cool si tu t'abonnes parce que comme ça, ça nous aide et en plus toi tu ne perds jamais nos vidéos qui paraissent tous les mardis à 18 h. Et ce que tu dois faire absolument, qui est super important, c'est d'aller sur notre site l'academiedugrosson.com/bonus. Le lien est dans la description. Là, tu cliques, tu rentres ta petite adresse email et tu as plein de cadeaux qu'on a pour toi. On a un guide d'achat qui va t'aider à acheter ton prochain matos pour ton home studio. On a un tableau des fréquences super pratique en mixage, par exemple, ou même en enregistrement. Et surtout, une liste de plugins gratuits que tu peux trouver sur le net qui vont venir t'aider à mixer. Là-dedans, il y a des plugins que j'utilise tous les jours pour mixer qui sont Pareil. Vraiment cool. Ceci étant dit, ceci étant fait, maintenant, on va un peu vous expliquer comment organiser tout le magnifique travail qu'on enregistre tous les jours. Oui, on va commencer donc par comment organiser ces fichiers locaux, simplement. Moi, ce que je voulais faire, c'est vous montrer un tout petit peu l'arborescence de comment je organise ça aujourd'hui. Je suis passé par des années de systèmes des plus simples. À mes débuts, à 20 ans, j'organisais peu de choses. Tout restait plus ou moins dans le même folder, mais je me tracassais pas trop des noms, etc. Et on finissait donc avec des situations comme piste 1, piste 2.2, piste 1, underscore 03. Et en fait, on comprenait plus rien du tout. Aujourd'hui, j'approche ça un tout petit peu différemment. Comme je suis pas une personne qui est à la base très organisée, j'essaye de... Je ne dis rien. Pas que Gérald le sache mieux que n'importe qui d'autre, mais j'essaye de justement avoir des habitudes pour que je n'ai plus à réfléchir comment faire ces choses-là. C'est juste un truc que je fais toujours de la même manière. Comme ça, même si j'ai tendance à être un peu chaotique et peu organisé, malgré moi, je me suis forcé un peu à prendre la main et faire des choses de manière organisée. Donc, comment est-ce que moi je fais ça de nos jours? Donc, ici, je vais vous montrer à quoi ça ressemble dans ma Dropbox, parce qu'on n'est pas sur mon ordi de travail évidemment, mais c'est exactement une copie de ce que j'ai sur mon disque dur de travail. Alors, déjà de 1, j'ai un disque dur de travail. J'ai un disque dur sur lequel il n'y a rien à part les projets. Si c'était un studio, en tout cas, si tu travailles pour des clients, je pense que c'est super important parce que c'est quelque chose que tu dois garder à jour et qui doit être toujours en bonne santé. Disque dur d'il y a 10 ans, c'est pas génial. Donc, et quelque chose qui est un peu dédié à ça. Ensuite, comment est-ce que je fais? Dans les projets, j'ai tout ce qui est des projets qui vont peut-être arriver. Leads, donc des choses qui se mettent en route mais qui ne sont pas encore payées, peut-être voilà. Ensuite, j'ai tout ce qui est des projets qui sont en route, ongoing, et des projets qui sont finis, qui sont à archiver, qu'après je vais copier sur un autre disque dur et libérer de la place sur mon disque dur de travail. Dans les projets actuels, j'ai tous mes clients ici, dans l'ordre. Donc moi, j'organise ça par le nom des clients et puis dedans, j'ai à chaque fois différents projets. Si on choisit comme headline, ici j'ai un projet donc de 2023. À la fin de 2023, dans lequel on a 2 morceaux. Ces projets, pour moi, c'est donc ces 2 morceaux, mais on les fait en même temps. Donc, pour moi, c'est un projet, je le considère comme un projet. Dans tous les projets comme ça, je vais avoir, en gros, 3 choses. Je vais avoir, de 1, la source, donc tout ce que j'ai reçu des gens.
Donc c'est tout ce que n'a pas été créé dans mon studio. Dans la source, à chaque fois, je vais marquer de qui c'est. Donc ici, c'est le groupe qui m'a envoyé des fichiers. Et là-dedans, j'ai les démos, j'ai des sessions logiques, etc. Là, dès que je reçois un transfert, quelque chose, je le mets dans un dossier à part. Souvent, j'ajoute aussi une date ou en tout cas un truc qui explique un peu ce que c'est. Comme c'est la source, ça va souvent très vite finir dans une session. Si c'est un seul morceau, j'appelle ça session. Comme ça, là-dedans, j'ai tout mon truc de Pro Tools avec tous les fichiers audio. Enfin, je vais vous montrer ça dans une seconde. Ici, comme c'est 2 morceaux, j'ai encore des sous-dossiers par morceau. Comme ça, je ne me perds pas. Et j'ai un dossier de export. Donc là, c'est tout ce qui va être exporté à partir de ces morceaux, va finir que là-dedans. Donc, regardons un peu pour un morceau. Je vais aller dans ce Suggesting Guard. Ici, c'est tout ce qui est, donc c'est le dossier de Pro Tools, comment il est fait naturellement, avec donc ses fichiers audio, ses fichiers render, etc. Blablabla. Et là-dedans, tu peux voir que j'ai pas mal de fichiers de sessions. Donc, .ptx, c'est des sessions de Pro Tools. Dans l'ordre, j'ai le nom du morceau, un numéro qui monte à chaque fois que j'ouvre une session. Bon, à part là, visiblement, je me suis trompé. Il y a 3 à 3. Enfin, soit, à chaque fois que je vais ouvrir la session, je vais lui donner un autre nom avec un autre numéro. Et à chaque fois qu'on change d'étape, pareil, je enregistre sous, je lui donne un autre numéro, un autre nom. Dans l'ordre, on va voir préparation, l'enregistrement de la batterie. Apparemment, le 2e jour, voilà, les 17 août et 18 août. Donc, c'était le 2e jour d'enregistrement de batterie. Puis, le même jour, on a fait des enregistrements de percus. Ah, je vois ce qui s'est passé. Je lui ai donné le nom 3 RecPerc, je me suis rendu compte de ça. Puis, je lui ai donné le nom 4 RecPerc, mais je n'ai pas enlevé celui-là. Comme ça, à chaque fois, les sessions s'organisent automatiquement dans l'ordre chronologique de mon projet. Et je peux très vite, juste en regardant ce qui est écrit à côté, savoir ce qui a été fait dans cette session. Donc, si à un moment donné, par exemple, ce qui m'arrive régulièrement, j'ai besoin d'aller rechercher un bout de voix qui n'a pas été édité, par exemple. Parce qu'on se rend compte que, tiens, la note que j'avais corrigée ou quoi, c'est pas la bonne note. N'importe. Ou on se dit, ah tiens, j'aimerais bien récupérer, il y avait une autre prise de voix qui était vraiment cool, celle-là marche finalement pas si bien que ça. J'ai qu'à ouvrir la session Rec Voix 2, la dernière session d'enregistrement de voix, aller chercher ce que je veux là-dedans, la mettre dans ma dernière session. Donc comme ça jusqu'au bout. Je vais avoir à chaque fois toutes les sessions. Et finalement, j'ai un dossier de export. Donc, tout ce qui va être exporté, Pro Tools par défaut veut l'exporter dans un dossier qui s'appelle Bounced Files, directement dans le même dossier que le morceau. Pour moi, c'est un peu embêtant parce que ça veut dire qu'à chaque fois que je veux, par exemple, j'ai un projet avec plusieurs morceaux et je veux pouvoir, par exemple, vite envoyer tous ces morceaux à quelqu'un, je devrais aller dans chaque morceau, Bounce Files, prendre le dernier bounce, hop, les mettre, enfin voilà. C'est un peu embêtant, je trouve ça plus simple quand c'est tout au même endroit. Donc j'ai un dossier export. Dans l'export, j'ai des dossiers par étape de production. Donc au moment de l'enregistrement, moi j'appelle ça prod. Donc jusqu'au mix, tous les exports finiront dans prod. J'ai ici donc à chaque fois des prémix de la prod avec à côté le moment de la production qui a été fait juste avant. Donc au moment d'enregistrement de basse, juste à la fin de l'enregistrement de basse, je vais faire un petit prémix. Un petit export avec le nom du morceau, qu'est-ce que c'est, quel moment de la production et la date du moment de l'export. Alors évidemment, vous avez aussi la date dans les infos du fichier, mais dépendamment des situations et des systèmes, c'est pas toujours une info qui est visible directement. Donc moi personnellement, je préfère l'avoir directement dans le nom du fichier. Voilà, comme ça, si je suis pas sûr quelle version prendre, ici notamment, j'ai 2 trucs qui s'appellent exactement pareil, sauf la date. Une qui est du 18 août et une qui est du 24 août. Donc j'imagine que c'est celle du 24 août que je vais utiliser, parce que c'est la dernière, forcément. Et ça m'a pris 1 seconde de juste regarder, voilà, je sais quel fichier est lequel. Donc ça sera dans les prods. Dans mix, ce sera toutes les versions de mix. Ici, c'est quelqu'un d'autre qui a mixé, donc même là, à chaque fois que je reçois un de ces fichiers-là, je le mets ici. J'ai ma petite arborescence de différents mix qui ont été faits. Je peux toujours me référencer à quelque chose, je ne perds rien. Et finalement, si j'ai un mastering qui n'était pas encore fait pour ce morceau-là, c'est pas encore fini, je vais avoir un autre folder master, et là-dedans, je vais avoir la version finale. Pareil, si je exporte quelque chose pour quelqu'un, ça va aussi finir dans les exports. Donc là, par exemple, j'ai toutes les pistes avec la session et toutes les pistes pour les mix directement. Après, on va parler des noms des fichiers. Donc ça, c'est comment je organise de manière générale tous les projets. Et ce que j'essaie de faire, c'est toujours regarder la même arborescence avec les mêmes noms de base. Comme ça, je ne me perds jamais, je sais exactement où sont tous mes fichiers. Et comme c'est une structure que je fais à chaque fois maintenant depuis quelques années, pour chaque projet, ça ne me demande plus aucune réflexion. Je me dis, oh, je reçois un fichier, hop, ça va dans source. Hop, qui est-ce qui me l'a envoyé? Voilà, hop, j'ai reçu ça ça c'est le nom du folder. Je le mets là-dedans avec la date.
et j'ai fini. Ok. Comme ça, je me pose plus aucune question. Je sais que ces choses-là doivent être faites avant que je puisse utiliser le fichier. Donc voilà, ça c'est comment moi j'organise les choses. Gérald, tu veux peut-être nous partager un peu ta façon de faire? Je peux faire ça. Alors, moi, à mon niveau, ça ressemble plus ou moins à la même chose. Je travaille principalement de deux façons. Soit j'enregistre des projets que je vais mixer, ou j'enregistre des projets que je vais envoyer à des gens pour mixer. Donc, le principe est le même, peut-être un tout petit peu moins complexe parce que j'ai pas autant de phases de prod, de pré-prod et de ce genre de choses. Et donc, c'est très simple. En fait, ça ressemble très fort à ce que André fait. D'ailleurs, je lui ai un peu piqué une partie. Si je prends un artiste avec lequel j'ai travaillé, par exemple, si c'est un morceau simple que j'ai enregistré moi-même mixé, par exemple ici, Ben Rose, ça va être très simple. Moi, j'aime bien avoir dès le départ le nom de mes différents morceaux. À la différence d'André, moi, si c'est un seul morceau, je ne vais pas faire un truc session, ce sera le nom du morceau qui est ici. Et j'ai d'autres dossiers directement avec lui. Et dans ce cas-ci, j'ai fait l'enregistrement. Donc tout est dans le même dossier et j'ai effectivement différentes sessions Pro Tools. Celle qui n'a pas de nom, c'est la session d'enregistrement. Dans ma façon de travailler, c'est dans un autre ordinateur et dans cette façon-là, moi je ne fais pas des... je garde simple le truc. Je fais pas des versions de ça, c'était la batterie, ça on a fait la basse. Moi c'est au fur et à mesure que ça avance, c'est toujours la même version puisque c'est toujours en train d'enregistrer et on fait jamais que rajouter des choses dans le même. Donc moi j'ai jamais eu besoin d'aller rechercher des choses. S'il y a plusieurs prises de batterie ou choses comme ça va être des playlists en dessous. Donc dans la même session, voilà. T'as quand même tout gardé. Ça c'est propre à Pro Tools, mais voilà. Donc moi j'ai toujours un dossier et ça ce sera le fichier vraiment, ça reste celui de l'enregistrement. Et à partir du moment où je vais rentrer dans le processus de mix, je vais commencer à appeler ça mix. Donc le premier s'appellera mix, le suivant sera mix 2, mix 3 et mix 4. Donc il y a eu quatre mix, mon premier mix, puis trois retouches. Ça, c'est un peu spécifique, ça n'arrive quasiment jamais, mais j'ai mis New Vox parce que à la fin du mix 3, le chanteur s'est rendu compte qu'il voulait refaire des voix. Donc on a réenregistré des voix, je suis retourné dans mon autre ordinateur, tac, 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 je les ai importés dans mon mix 4. J'ai juste mis que c'était des nouvelles voix parce que voilà, pour m'en souvenir. Donc ça, j'essaie de garder le truc beaucoup plus épuré et simple, donc il y a beaucoup moins d'infos. Et donc j'ai un autre fichier qui s'appelle... J'aime bien aussi faire des grands arbres. J'aime bien être voilà, très le plus simple possible. C'est propre à chacun, ça, je pense. Et donc, l'autre dossier que vous allez avoir dans un cas typique comme ça ici, c'est The Mix. C'est là où je mets le dernier mix en cours. J'appelle The, ZE, parce que je veux que ce soit à la fin de ma liste. Certains mettent ZZE, moi je mets The, donc c'est toujours au-dessus mes morceaux, et en dessous, tous mes fichiers, tout ce qui va servir effectivement d'export, comme André. Mais si j'ai pas autre chose que le mix, il y aura que The Mix. Maintenant, si c'est un cas, comme je vous ai expliqué, où j'enregistrais, j'envoyais à des gens, ou que je fais des exports au groupe qui veut l'écouter, au groupe ou à l'artiste, ce qu'on a fait, ça s'appelle The Export. En fait, je vais faire des à chaque fois qu'il y a un export particulier. Donc en fait, moi, mon dossier export, ça va être The devant. Comme ça se met dans le fond. Un exemple ici d'un artiste avec lequel, par exemple, j'ai eu beaucoup de types d'exports différents. Voilà, ici pur. Vous voyez, tout ce qui est ici en dessous, il y a des petits œufs, c'est tout des choses où il y a eu des exports différents. Alors normalement, j'ai aussi une nomenclature de couleurs. Là, j'ai pas respecté. Alors comme je suis un petit peu toqué, voilà. Normalement, je mets toujours une petite gommette orange pour tous mes dossiers export, comme ça je les repère tout de suite. Et je mets, en fonction de l'enregistrement et du mix, j'ai des gommettes de couleurs différentes. Bon, ça c'est propre au Mac, mais vous pouvez faire ça aussi dans un PC. C'est mon disque dur de mix, donc spécifique, comme je vous disais, j'ai un disque dur d'enregistrement, un disque dur de mix sur les projets sur lesquels je travaille, parce qu'on verra ça après. J'ai des deuxièmes disques durs de backup qui sont les copies à l'identique de ces deux disques durs là. C'est là où c'est organisé pour être sûr que rien ne se mélange et surtout que rien ne se perde, parce que évidemment ça arrive à tout le monde, un disque dur qui crache ou de perdre, voilà, c'est un petit peu bête. Exactement. C'est pas propre de cracher le disque dur. Donc ici dans mon disque dur de mix, voilà, tous les projets qui sont finis et que je dois encore backuper, moi je renvoie ça à l'artiste à la fin, ou alors s'ils veulent pas, je jette, c'est en rouge, vert c'est en travail, et celui où il n'y a pas de gommette, c'est que j'ai pas encore bien trié mon truc. Mauve par exemple, c'est que j'ai envoyé à l'artiste déjà une copie, j'attends qu'ils aient téléchargé, qu'ils m'aient confirmé qu'ils avaient les trucs avant de pouvoir effacer. En fait, ceux où il n'y a pas de gommette, c'est parce que c'est pas encore à l'étape de mix. C'est des choses que j'ai dû mettre dans ce disque dur-là en attendant, mais on n'en est pas encore au mix. J'ai mis provisoirement des choses là-dedans. The Drum Sample, voilà. The Source même, chez Marc Dumortier. Oui, j'ai aussi des dossiers sources. C'est la même chose que André, en fait. Alors, parce que je lui ai piqué le truc, sauf que moi j'ai rajouté devant. C'est quand on m'envoie des choses, je mets ça là. La petite différence que moi j'ai avec André, c'est que les trucs que je sais qui sont finis, que je n'utiliserai plus pour gagner de la place, et parce que comme je renvoie ça aussi aux artistes, c'est j'efface. Donc The Export, qui sont plutôt les trucs où je fais les rough mix en cours d'enregistrement, ils se retrouvent plus dans mon setup de mix et j'enverrai plus aux gens parce que les rough mix en cours de route, ça c'est déjà fait quoi. C'est
fini, on a plus besoin de garder ça, quoi. Et donc, si je reviens sur Pure, ben voilà, j'ai The DDP. Pour les groupes pour lesquels je dois faire un DDP quand il y a un pressage CD, imaginons. Il y a la même chose s'il y a un vinyle derrière. Il peut y avoir des choses spécifiques, voilà, des mix différents, s'ils ont besoin de choses en live. Voilà, tout ça, c'est des trucs export avec The. Donc, moi, c'est assez simple, c'est les morceaux, les exports, et dans les morceaux, les différents stades de mix, en fait. En général, c'est assez simple. Ça, c'est un projet. Il y a eu beaucoup de changements en cours de route, donc du coup, on a beaucoup de noms. Mais d'habitude, voilà, c'est assez simple. Quand c'est fini, hop, c'est vert, les différents mix, celui d'origine, voilà. Et on retrouve toujours la même chose. Donc moi, un artiste me demande quelque chose, revenir à une version ou quoi que ce soit, ça revient toujours au même. Toujours aussi quand même commandé, ce qui est pas mal, c'est que quand je fais un mix, pareil, je mets la date dedans, comme ça on peut toujours se référer, on sait de quoi on parle et de quand ça date exactement. Il y a une version qui est quand même référencée chez l'artiste et chez moi qui est identique. Même principe des petites couleurs, moi j'aime bien quand j'enregistre, tous mes dossiers, une batterie enregistrée, non éditée, c'est rouge. Une batterie éditée, c'est mauve. Des basses, c'est jaune. Des guitares, c'est vert. Et ainsi de suite. Et donc, à chaque fois, je change de gommette. Et donc, quand j'ouvre un projet, parce que parfois, je vais travailler 2 jours avec un artiste, puis ils vont revenir 1 mois après, ou 3 mois après, ou alors on va faire toute une semaine, voilà. Dès que j'ouvre le projet, je vois exactement... Ça, ici, ça tourne beaucoup. C'est différent. Donc, j'ai adapté mon... En fait, si on vous montre nos 2 systèmes, c'est parce que c'est différent. On a 2 profils différents. Ça vous permet de vous inspirer. Après, si c'est juste pour votre projet à vous, vous prenez les petits bouts qui vous intéressent pour vous. Mais voilà, comme ça, vous voyez un petit peu comment faire. Nous, ça nous permet de, instantanément, on ouvre le truc, on sait tout de suite où on en est, et on attaque, on fait de la musique. On n'est pas en train de se dire, ah oui, qu'est-ce qu'on avait fait et pourquoi Parce que même si vous travaillez... Ça où, ce truc Voilà, et ah tiens, je l'ouvre, et il me manque un fichier. Ah oui, mais attends, parce que je me souviens qu'il est dans l'autre disque dur qu'il faut que je rebranche. Il est dans les téléchargés de mon autre ordi. Voilà. Ça, c'est du temps qu'il ne faut pas perdre parce qu'on se fatigue, quoi. Ici, juste avant qu'on passe à la nomenclature, je voulais juste vous dire que moi, personnellement, j'ai pris quelques années carrément à trouver un système que j'aimais bien, et je sais qu'au tout début, je l'ai surcompliqué de dingue, juste parce que j'ai cru que c'est comme ça qu'il fallait faire. Parce que j'ai vu quelqu'un d'autre faire, je travaillais dans un grand studio, on faisait du film, donc là c'était ultra, on avait des terabytes de fichiers pour chaque projet. Là, il fallait vraiment avoir un système d'orga très très pointu, et surtout que c'était toujours des projets sur lesquels il y avait 5, 6, 10 personnes qui travaillaient en même temps. Et j'ai commencé mon travail en indépendant dans mon studio en utilisant ce système super complexe. J'ai très vite rendu compte que je n'ai pas besoin. Déjà. Et qu'en fait, ça me prenait plus la tête qu'autre chose parce que à chaque fois, je passais 5 minutes à juste organiser ma arborescence, truc machin. Et que quand un projet ne matchait pas tout à fait avec mon système, pour une raison n'importe laquelle, ça me stressait. Parce que j'avais l'impression que mon projet était mal fait. C'était juste que mon arborescence n'était pas adaptée. Oui, le but, c'est que ça devienne transparent. Exactement. Que ça vous aide, que ça vous freine pas. Donc, comment c'est simple, commencer avec les bases et... Moi, j'ai fait le processus inverse, en fait. Moi, j'étais sur un truc trop simple. Un groupe, un dossier, boum, tout dedans. Et c'est au fur et à mesure que je me suis rendu compte... Enfin, voilà. Ah, j'ai ce cas de figure qui apparaît. Tiens, qu'est-ce que je peux modifier dans mon système? Donc, il s'est rendu un petit peu plus complexe, mais j'essaye de le garder quand même très simple. Comme au début, c'est vrai que je ne nommais pas mes pistes. C'était Pro Tools. On crée 16 pistes. C'est audio 1, audio 2, audio 3. J'ai fait ça longtemps. Ce qui nous amène d'ailleurs à la nomenclature. C'est très important très bien de nommer les pistes. Nomenclature, donc comment est-ce qu'on nomme ces pistes, ces fichiers, etc. Il y a 2 cas de figure pour moi. De 1, quand on travaille pour soi-même, quand on travaille sur ses propres morceaux, et de 2, quand on travaille en collaboration. Alors, quand tu travailles pour toi-même, bon, c'est un peu ton propre problème. Tant que tu te comprends, c'est bien. Par contre, dès qu'on travaille en collaboration, là, je trouve qu'il y a des choses en fait auxquelles d'autres gens s'attendent un peu, qui sont importantes, et c'est un peu toujours la même chose. Alors moi, je te conseille personnellement de travailler avec toi-même comme tu travailles avec d'autres personnes. Ça permet juste de toujours rester organisé. Au cas où tu veux incorporer une autre personne dans le projet, tu es déjà prêt, en fait. Donc, pour la nomenclature, je vais te montrer un peu sur base du même exemple que ce qu'on avait tout à l'heure. Moi, personnellement, je organise mes fichiers audio par groupe d'instruments. Donc tout d'abord, dans n'importe quel fichier audio que je vais créer, que ce soit l'enregistrement, l'export, n'importe, je vais d'abord avoir une lettre au début. D pour drums, donc pour batterie, VX pour voix, KZ pour keys, G pour guitare, B pour basse, etc. Je vais vous montrer ici, par exemple, voilà, toutes les pistes de basse, ça sera B pour basse. Ensuite, je vais avoir un nom pour la partie de l'instrument. Donc là, c'est DI, simple. Ça peut être aussi ampli ou pedalboard ou le nom du préamp. Ici, c'est un peu en fonction de la journée. Je mets juste un peu d'infos pour savoir quel type de piste est-ce que j'ai. Et ensuite, je vais avoir un petit TK pour take. Alors là, c'est propre à Pro Tools. Pro Tools, en gros, dès qu'il voit un point
et des chiffres, il considère que c'est le numéro de la take. Donc, si tu lui fais un TK.001 et qu'après tu fais des nouvelles playlists, bah, il va les incrémenter TK02, TK03, TK04, etc. Et après, ce qui est ajouté, c'est le nom que Pro Tools donne automatiquement à des pistes. Et tu peux voir que ici, j'ai une take 3 qui manque, hop, de la basse. Lui, par contre, il a fait un 0,3, 0,4 basse. Donc, à un moment donné, on n'est plus synchro. D'accord. Hop, mais c'est pas grave, parce que moi, pour savoir où j'en suis, c'est mon numéro de take qui est important. C'est pour ça que je le fais, voilà, pour pas me perdre dans le numéro automatique de Pro Tools. Je connais plein de gens qui se tracassent pas du tout de ça, du tout. J'ai appris ça parce que c'était quelque chose que j'ai pris juste l'habitude de faire dans le gros studio. On faisait plein d'enregistrements d'orchestre, on avait des centaines de takes pour chaque projet. Là, c'était important de rester organisé. Donc, voilà. Un truc comme ça, on peut peut-être regarder. Voilà, ici, c'était basse quad Cortex, par exemple, que je viens de voir. Pour les guitares, pareil, G pour guitare, et ensuite un rôle. R pour rythme, par exemple. Donc, je vais avoir GR1, GR2, GR3, etc. dans l'ordre. J'ai L1 pour une guitare lead, C1 pour clean, etc. etc. Okay. En général, quand j'enregistre pour aller vite et pour pas se tracasser sur quelle piste je suis, je vais juste dans l'ordre des numéros. Si je fais, tiens, allez, ajoutons une autre couche de guitare rythmique, la prochaine air disponible, ce sera celle-là. Et dans ma template, j'ai par exemple 10 pistes de chaque guitare déjà pré-préparées. Donc ça, je me tracasse pas trop. Pour les éléments un peu particuliers, c'est quand il y a des micros dans la balance. Bon, ici, c'est que là, c'est des sorties, par exemple, d'amplis digitaux, donc il n'y a pas de micro. Par contre, dès que j'ai un micro dans la bagarre, ici, par exemple, dans les voix, souvent, je mets un truc en plus. Donc j'ai ma voix. Les voix lead, ça va être L. Les voix backing, ça va être B. Les voix harmonie, ça va être H. Hop. Et ensuite, j'ai donc le numéro de ça, puis je mets le nom du micro. Alors, pourquoi est-ce que je fais ça et pourquoi est-ce que je ne fais pas ça sur toutes les pistes toujours? Sur les voix, je trouve ça particulièrement important, parce que surtout quand je travaille avec d'autres personnes. De un, parce que ça leur donne déjà une petite idée de à quoi s'attendre au niveau peut-être de l'EQ, compression, etc., s'ils connaissent les micros que tu utilises. Et de deux, moi personnellement, j'utilise beaucoup différents micros sur les voix dans la même session pour séparer les différentes couches de voix. Ma voix lead, ça va être un micro. Ma voix backing, ça va être un autre micro, par exemple. Et comme ça, je sais que si je copie, par exemple, des EQ, des trucs comme ça d'une piste à l'autre, si je vois que c'est un autre micro, il y a des fortes chances que mon EQ, notamment, ne fonctionne pas. Parce que ça va être d'autres résonances, d'autres choses qui seront mises en avant. Donc ça, c'est important. Et au moment de la production, tant que je garde en tête de bien noter à chaque fois quel micro j'utilise. Par la suite, quand je fais mon edit de tout ça, je me perds pas et je ne mélange pas, par exemple, différentes prises de lead avec deux différents micros. Ah oui. Voilà, qu'après au mix, on se rend compte qu'en fait, la couleur change complètement. Voilà. Ça m'est déjà arrivé de recevoir des pistes comme ça des gens qui étaient moins bien organisés. Donc voilà. Au début, j'ai donc la nomenclature du type de groupe d'instruments. Ensuite, le rôle de cette couche, ensuite le micro ou la source ou n'importe, et ensuite le numéro de la take. Voilà. Ça, c'est la base pour toutes mes pistes d'enregistrement. Et pour les exports, je vais donc faire le nom d'artiste, le nom du morceau, la version dans l'ordre et la date. Ça, c'est le minimum. Parfois, j'ajoute en plus un petit commentaire qui est important, genre version alternative, guitare plus forte, ou je sais pas, enfin, des trucs comme ça, juste pour différencier entre différentes versions du même morceau. En mix, c'est la même chose avec moi j'utilise juste M1, M2, M3, etc. À chaque fois, voilà. Par exemple ici, M3, version loud ou version quiet. C'est un petit bout du morceau qu'on a essayé plus fort ou moins fort, j'ai fait deux versions. Et quand c'est des versions avec limiteur, donc version d'écoute pour artiste, ça s'appelle juste comme ça. Par contre, quand c'est une version sans limiteur de fin pour le mastering, j'ajoute juste for mastering. Comme ça, je ne me trompe jamais, je n'envoie pas une version déjà prélimitée au mastering. Et après, je ne comprends pas pourquoi ça sonne mal. Donc ça, c'est la façon de faire d'André, voilà, pour vous inspirer comment vous pouvez faire à la maison. Ce truc-là est très clair pour tout le monde. Je pourrais recevoir ces fichiers et me retrouver tout à fait avec. Je vais quand même vous donner des petits trucs et astuces si vous voulez travailler entre vous ou par exemple m'envoyer, j'ai certains académiciennes qui m'envoient des choses à mixer. Yes. Parfois c'est un petit peu compliqué, donc voilà comment bien faire les choses pour que je gagne du temps et que ce soit plus efficace et qu'on comprenne Jean-Pierre. bien. Oui, par exemple. Tout à fait, Jean-Pierre. Voilà. Donc, ce qui moi peut m'aider, et je pense aussi si vous travaillez avec d'autres personnes, c'est au début de votre piste, parce que forcément quand vous envoyez ça à quelqu'un d'autre qui ne travaille pas avec le même
DAW, le même programme, vous devez consolider les pistes avec le même point de départ, évidemment, pour que tout soit synchro. Et donc, à partir de ce moment-là, on se retrouve avec des pistes qu'on va importer dans son système. Moi, si j'importe ça dans Pro Tools, il va me mettre ça par ordre alphabétique. Donc, ce qui peut m'aider à gagner du temps, c'est qu'on mette un petit numéro devant la piste. Un petit 1. Si, par exemple, vous travaillez comme moi, vous commencez par la batterie et les kicks, premier kick, 1, kick in, 2, kick out, par exemple. Du coup, ils vont être remis dans l'ordre, commencer comme ça avec les kicks, basses, les guitares, les claviers, les percus, dans l'ordre à la limite où vous avez travaillé, c'est juste comme ça va au moins rester par type d'instrument. Moi, je mets ça dans mon système et automatiquement, les pistes vont se suivre dans le bon ordre tout de suite. Donc moi, je vais avoir toutes mes batteries seront ensemble, mes basses, mes guitares ensemble. Je vous conseille, ceci dit, de faire 0,1, 0,2, 0,3, etc. Comme ça, après, on a 10 et ça a le même nombre de lettres. Il est encore plus malin que moi, c'est incroyable. Mais oui, c'est évidemment. Parce que certains systèmes vont vous mettre 1 et puis 11 et puis 2. Et j'ai déjà eu le cas, donc c'est vrai. Ouais. Le deuxième point, c'est de rester un peu comme le même genre, par exemple, de nomenclature qu'André, c'est très bien. Quelque chose de clair et pas trop long, parce que parfois j'ai des trucs à rallonge où on me remet le titre du morceau, le BPM. 3 fois. C'est important d'avoir le BPM, ça c'est un truc que je vais vous donner aussi, c'est de laisser le BPM dans le nom du fichier. Donc le tempo le tempo du morceau dans le nom du dossier dans lequel vous mettez tous vos fichiers. Si ça a été enregistré évidemment sur un métronome, sur un clic, mais tout ça ne n'est pas obligé d'être dans le nom de chaque piste. Moins ça prendra de place visuellement dans mon DAW, surtout si je recoupe un petit peu tout le blanc qui sert à rien. Donc les régions audio vont être plus petites, donc du coup ça. C'est le nom du fichier. Sinon voilà, il prend et ça devient illisible. Je sais plus quoi où. Donc clair, net et précis. Vous pouvez vous inspirer de ce qu'André fait, c'est très bien. Je prends ces pistes, je m'y retrouve tout de suite, même si j'ai pas exactement le même, c'est pas grave. Alors ça, c'est quelque chose de très important. Si vous m'envoyez, par exemple, je dis pas que vous devez m'envoyer tous vos morceaux, mais après je suis preneur, mais si vous m'envoyez vos morceaux et qu'on travaille sur plusieurs morceaux et que dedans vous avez enregistré plusieurs choses de la même façon, dans la même session et qui ont la même fonction, je m'explique par exemple si vous avez la batterie, voilà. Si le kick, c'est le kick, une fois c'est bien de l'appeler kick in, la fois d'après, il faut pas qu'il s'appelle juste kick ou kick écrit aux grosses caisses, voilà. C'est que ce soit constant parce qu'au moins, comme ça, je sais que ça a la même chose. Là, c'est évident, c'est la grosse caisse, si j'écoute, j'entends. Par contre, si vous utilisez des guitares rythmiques avec un son spécifique, il faut qu'elles aient le même nom. Donc, si c'est rythmique 1, si on reprend l'exemple d'André, si c'est GR1, dans le deuxième morceau où c'est le même son et parce qu'elle a la même fonction, si j'ai GR1, je suis heureux parce que directement je gagne du temps. Je sais que ce qu'on a fait dans le premier morceau, ça vous a plu, donc je peux repartir de là et m'inspirer de ça. Que si j'ai des guitares qui s'appellent avec des noms complètement différents ou parfois le prénom de la personne. Harold, Take Après-midi. Voilà, 57, et puis l'autre s'appelle Marshall, Guitar Clean. Voilà, et l'autre c'est Guitar Clean, Ibanez, 27. C'est compliqué et peut-être que les deux en fait c'est exactement la même chose, mais moi c'est impossible de le savoir et donc je perds énormément de temps. Donc même fonction, même nom. Donc ça c'est super, on a de l'ordre maintenant enfin dans nos affaires, on fait plus que de la musique, on n'est plus en train de faire du rangement. Dernière chose d'expérience, très important, c'est de régulièrement, voire même limite chaque jour, de faire une sauvegarde de tout ça. Et ça, il y a deux façons de faire, assez courantes de nos jours. Moi, c'est très simple, je vous l'ai dit plus tôt. J'ai un disque dur qui ne sert qu'à enregistrer, j'ai un disque dur qui ne sert qu'à mixer. Je ne mets rien d'autre. Mes photos de vacances n'iront pas sur ces disques durs-là. Et ces deux disques durs ont une copie à l'identique. Donc, chaque fois que je finis ma journée, je prends les fichiers et je copie ça sur mes disques durs. Donc, j'ai mon disque de travail et si jamais j'ai un problème, pas de souci, hop, j'ai pas perdu mon travail. Ça, c'est ce qu'on appelle en local. J'aime bien travailler avec des disques durs externes parce que, évidemment, vous avez des disques internes dans vos ordis. Si votre ordi crame, votre carte mère est flinguée, allez, il faut extraire cet ordi, il faut avoir un lecteur de carte externe. Parfois, il faut des accès administrateurs sur des PC. C'est très compliqué. Donc, si c'est en externe, très simple, vous prenez, vous le mettez sur un autre ordi, vous êtes prêt à travailler directement. Tu utilises un programme spécial pour ça? Non, je fais juste des copier-coller et comme c'est du travail de la journée, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé. Je fais juste, qui copie juste les nouveaux fichiers. Donc il fait la distance. Bon, ça c'est propre à Apple. Il existe des systèmes en tout genre, mais il analyse juste ce qui a changé et il me copie juste ce qui a changé. Donc ça va excessivement vite. En plus, vous avez même pas de l'excuse de dire oui, mais j'ai pas eu le temps. Ça va très vite. Ça va vraiment vite, à moins d'avoir enregistré des gigas et des gigas de de son. Même là, ça va quand même relativement vite. La deuxième option pour faire un backup, c'est le faire en ligne. Donc, dans le cloud d'une manière ou d'une autre. Vous avez déjà vu ça, donc comment moi je fais, parce que je vous ai montré ça dans ma Dropbox. Alors, ma Dropbox, c'est ce que tu vois ici dans mes projets, c'est exactement mon disque dur de travail. Donc, dès qu'il y a un fichier qui est créé, ma Dropbox tourne en arrière-plan. Elle le fait automatiquement. Donc, en fait, dès qu'il y a une guitare qui est enregistrée, par exemple, le moment où je fais stop
le fichier se crée, la Dropbox fait « Ah tiens, il y a un nouveau truc », elle commence déjà à l'uploader. Ok. C'est un miroir de ton disque. Ouais, tout le temps. Et donc, le moment où en fait, la journée est finie, je n'ai plus rien à faire parce que c'est déjà tout est déjà backupé. Il est bien ce Et garçon. je pourrais... Il fait tout mieux que moi, quoi. Ah, mieux, je sais pas. Ça coûte cher. Enfin, non, ça va encore. Je crois que c'est Dropbox, c'est quand même gros. J'ai 2 terabytes là-dessus. Après, ça, c'est pour une utilisation peut-être plus pro. Il faut que ce soit. Oui, voilà. Ça, je vous conseille pas. Enfin, c'est pas obligatoire d'avoir un système comme ça. Après, ce qui est cool, ça c'est vraiment sympathique, c'est que je peux littéralement ouvrir juste un browser sur n'importe quel ordi, dans n'importe quel studio, et faire OK, bah, aujourd'hui, on va enregistrer pour cette personne-là. Hop, download. Et j'ai tout de suite tout le projet, tout le dossier de projet directement. Ça, c'est la version accessible. Deluxe pour les pros. Voilà, ça c'est Lionel Capouillet qui m'a mis sur la balle. Donc voilà, ça c'est vraiment cool. Alors, il y a d'autres systèmes évidemment qui existent aussi pour le backup dans le cloud. Personnellement, j'en ai essayé 3 différents. Dropbox, c'est celui qui je trouve le plus efficace parce que c'est quelque chose qui peut se faire en thématique. Et en fait, tu travailles dans le dossier Dropbox directement. Mais n'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires d'autres options que vous utilisez, si vous avez des solutions magiques, que ce soit pour la musique ou pas. C'est des choses qui sont vraiment intéressantes. Donc, n'hésitez pas à partager tout ça. Ouais. Bon, bah, c'est magnifique. Maintenant, on va pouvoir. Donc, vous allez prendre votre petit balai. Maintenant, vous allez ranger tous vos trucs. Et comme ça, bah, une fois que ce sera fait, il ne restera plus qu'à faire de la musique.